et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, Isabelle Spiegel, pardon. mesdames et messieurs les directeurs, mesdames, messieurs. Tout d'abord, un très grand merci à Équilibre des énergies pour son invitation, et tout particulièrement à vous, monsieur le ministre Brice Lalonde, qui m'avait demandé d'introduire ce colloque. C'est un grand honneur pour moi, un réel plaisir de vous présenter quelques éléments rapides du bilan climat de l'action de l'Union au cours des dernières années et de tracer quelques pistes pour la suite en introduction aux tables rondes qui se tiendront dans la foulée. Mon premier point, il est assez simple et presque banal. C'est de rappeler que la réalité du changement climatique est aujourd'hui incontestable. L'été dernier, le plus chaud jamais enregistré en Europe, a été un douloureux rappel de la menace que constitue le changement climatique. Je crois que la conscience de cette réalité et la nécessité d'agir sont désormais largement partagées. Nous le vivons au quotidien, certains plus que d'autres. On parle beaucoup en ce moment des agriculteurs, ils le savent bien, ce sont les premiers en ligne qui voient les conséquences négatives des inondations, des sécheresses, du manque d'eau en ressources. Le changement climatique entraîne des coûts humains et économiques majeurs. Et si d'importantes incertitudes subsistent en ce qui concerne l'évaluation du coût des futurs phénomènes météorologiques extrêmes, certaines analyses vont jusqu'à dire que le PIB de l'Union européenne pourrait baisser de pas moins de 7% d'ici à la fin du siècle en l'absence d'efforts d'atténuation importants. Le deuxième point, et je souhaite le dire d'entrée de jeu, c'est qu'agir est donc nécessaire et je souhaiterais dire que c'est efficace. Parce qu'il y a déjà des chiffres qui montrent que l'action que l'on mène en la matière se traduit par des faits. Depuis 1990, les émissions de gaz à effet de serre en Europe ont diminué de plus de 30%. En France, les réductions sur cette même période ont dépassé les 20%. Et en 2023, il y a eu aussi des résultats encourageants qui ont d'ailleurs été salués récemment puisque nous sommes passés de 404 à 385 millions de tonnes de CO2, soit une chute de 4,8% en un an. Ces tendances montrent que la trajectoire de décarbonation, elle est engagée. Troisième point, pour lutter contre le changement climatique, vous ne serez pas surpris que, compte tenu de mes fonctions, je le dise et le pense, l'Europe est l'échelle pertinente. Naturellement, les États doivent prendre toute leur part à cette action. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en France, comme vous le savez, c'est le Premier ministre qui est directement chargé de la planification écologique. Il reste que le niveau européen est évidemment pertinent. Il permet d'être plus efficace à une plus grande échelle et, élément qu'il faut toujours garder à l'esprit, il permet de peser collectivement davantage dans les négociations climatiques au plan mondial. Et ce point, il ne faut jamais l'oublier, car l'Europe doit évidemment se mobiliser, elle le fait, elle entend même conduire un véritable rôle moteur, mais l'Europe, c'est 7% des émissions. Donc évidemment, c'est insuffisant pour arriver à régler le problème. Quatrième point, l'Europe a beaucoup agi en faveur de la transition écologique, en posant ce que j'appellerais les premiers jalons d'une politique climatique volontariste, fondée sur des objectifs ambitieux dans un cadre réglementaire à la hauteur des défis. Sans remonter trop en arrière, mais je souhaiterais juste le mettre en perspective, rappelons que déjà en 2005, l'Europe avait joué un rôle absolument déterminant pour permettre l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, dans un contexte où les États-Unis avaient clairement indiqué qu'ils ne ratifieraient pas le protocole de Kyoto. Et l'Europe, au cours de la mandature qui est en train de s'achever, a poursuivi de manière encore plus déterminée en se dotant d'objectifs ambitieux. Avec le lancement du fameux pacte vert, au cours de la mandature, elle s'est engagée dans la transition énergétique, écologique, en visant la neutralité climatique à l'horizon de 2050. C'est la loi européenne sur le climat qui fait de cet objectif une obligation juridique et qui l'a sorti d'une cible intermédiaire bien connue. En 2030, on doit avoir réduit de 55% les émissions par rapport à 1990. Et le pacte vert, avec le pacte vert, l'Europe a renouvelé en profondeur son cadre réglementaire en matière climatique en prenant en compte tous les secteurs concernés. Des bâtiments à l'énergie, en passant par l'industrie et les transports, l'action climatique a couvert l'ensemble des domaines. Par ailleurs, je voudrais aussi le dire, au cours des années qui se sont écoulées, l'Europe a su réagir avec agilité face aux crises qui pourraient survenir, y compris dans la définition de sa politique climatique. Au cours des dernières années, l'Union a connu, avec ses États membres, des crises majeures, crise sanitaire, crise économique, évidemment retour de la guerre en Europe, autant d'événements aux conséquences profondes sur nos économies et nos sociétés. La crise de l'énergie en particulier,
liée à une crise de la demande, liée à la reprise post-Covid, mais aussi une crise de l'offre liée à la guerre d'agression russe en Ukraine depuis février 2022, aurait pu freiner nos progrès en matière climatique. Et ça n'a pas été le cas. Tout en renforçant notre indépendance énergétique, le plan qu'on appelle dans un bon français Repower EU, moi-même j'ai du mal à le prononcer, nous a permis d'accélérer la transition vers une énergie propre et abordable, en l'intégrant d'ailleurs au plan de relance européen. Bref, de ce trop rapide rappel de ce qui a pu être mené au cours des 5 dernières années, ressort clairement le fait que l'ambition, je crois qu'on peut le dire, a été au rendez-vous. Quelles leçons peut-on en tirer pour la suite ? De toute évidence, au regard des défis climatiques, les efforts vont devoir se poursuivre. Je crois qu'il est difficile de le nier. Pour autant, chacun aura pu observer que des questions se sont clairement fait jour. Que ce soit du côté des agriculteurs, que j'évoquais il y a un instant, du côté des entreprises, voire du côté des ménages. On voit bien que des interrogations se sont exprimées et continuent à s'exprimer. Il me semble, je le dis vu de ma fenêtre, comme on dit, il me semble qu'elles questionnent moins, ces interrogations, la nécessité d'agir que les modalités de cette action. Pour le dire différemment, la question est moins si, elle est plutôt comment. Et cette question, alors que dans quelques mois s'ouvrira une nouvelle mandature européenne, 2024-2029, après les élections européennes, elle me paraît essentielle. Pas plus tard qu'hier, à Bruxelles, se tenait un conseil rassemblant tous les ministres de l'Environnement et qui ont clairement rappelé, certes avec des nuances, la nécessité d'agir, mais en invitant à bien examiner les enjeux de méthode et d'acceptabilité. Et à la lumière des 5 années qui viennent de s'écouler, je souhaiterais pour terminer énoncer ce qui me semble constituer 5 grands principes cardinaux pour guider l'action qui doit être la nôtre sur cet agenda. Le premier d'abord, c'est qu'après toutes ces années dédiées, consacrées à définir ce cadre réglementaire, l'urgence absolue est à la mise en œuvre de tous ces différents éléments. C'est le sens de la pause réglementaire que le président de la République a évoquée. Ça n'est pas une pause de l'ambition, c'est une invitation à bien mesurer que notre réussite collective reposera beaucoup sur le discernement avec lequel nous mettrons en œuvre le fameux pacte vert. Ce discernement, c'est mon deuxième point, il suppose de prendre la pleine mesure du besoin d'investissement et de financement que nous allons devoir réaliser pour tenir cette transition. Un cadre réglementaire, c'est évidemment nécessaire. Il permet de donner le cap, mais ça ne suffit pas si, au regard de ce cap, on ne se donne pas la possibilité d'investir. Pour le dire différemment, je pense profondément que sans la norme, la technologie, elle risque certes d'être aveugle. On a besoin d'un cap. Mais sans la technologie, la norme, elle risque d'être impuissante. Et la norme seule risque d'engendrer les dépendances de demain auxquelles l'Union européenne souhaite pouvoir se soustraire. Exemple, on a décidé en européen qu'à partir de 2035, c'était terminé avec le véhicule thermique. On passerait au véhicule électrique. La norme est claire. Il nous faut maintenant nous donner les conditions de possibilité pour ne pas constater dans quelques années, peut-être de manière quelque peu amère, que nous sommes devenus importateurs nets de véhicules électriques sur notre territoire. Troisième principe, réglementation et financement doivent être mis au service d'une souveraineté industrielle renouvelée dont les jalons fondamentaux commencent à être posés. Pour le dire d'une phrase un peu simple, le mot politique industrielle n'est plus un gros mot à Bruxelles. Il a fallu un grand combat, mais c'est une réalité. On l'a beaucoup porté, notamment dans le cadre de ce qui s'appelle désormais l'agenda de Versailles en mars 2022. Et ce, afin de sortir justement de toutes les dépendances stratégiques qui étaient celles de l'Union. L'Europe a beaucoup fait au cours de cette mandature, au cours des tables rondes, je pense que vous y reviendrez. Je pense au sujet des matières premières critiques, ou bien encore à ce texte sur l'industrie nette en carbone, le fameux, pour le dire là encore en bon français, Net Zero Industry Act, qui est un texte qui poursuit l'objectif de soutenir le développement des technologies propres avec un objectif indicatif de 40% de production européenne dans les secteurs d'ici 2030. Et ce règlement se veut une réponse concrète à la fameuse législation américaine de l'Inflation Reduction Act. Cette stratégie industrielle européenne, elle se décline aussi sous forme d'alliances industrielles sur les batteries, sur l'hydrogène ou bien encore sur les petits réacteurs modulaires. Et mon message est très clair là-dessus. Décarboner ne signifie pas produire moins. Il faut tordre le cou à cette réalité-là. Et j'en veux d'ailleurs pour preuve les chiffres dont on peut disposer.
En 2023, je le disais il y a un instant, la baisse de près de 5% des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays a été mise en place, et en même temps la production industrielle a cru. Quatrième point, j'accélère, le principe de cohérence. Ça, je pense que c'est un enjeu majeur pour les années qui viennent, où il faudra que l'Union mobilise tous ses instruments et toutes ses politiques pour être au service de cet agenda. L'énergie, ne pas se tromper sur les choix énergétiques. On a eu l'occasion beaucoup de travailler sur ces questions-là pour remettre le principe de la neutralité technologique au cœur de l'agenda européen, qui ne fait que découler des traités par ailleurs, et ça s'est traduit par plusieurs textes très concrets sur les énergies renouvelables l'an dernier, sur la réforme du marché de l'électricité, sur le texte Net Zero Industry Act, où pour le dire d'une phrase simple, nous avons remis le nucléaire à la juste place qui devait être le sien. Les enjeux commerciaux aussi, qui sont majeurs parce qu'on ne pourra pas tenir cet agenda sans une véritable réciprocité, avec des mesures miroirs, et il est permis d'être confiant, parce que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le MACF, que déjà à l'époque du président Sarkozy, la France appelait de ses voeux, il existe et il va se mettre en place. Cette exigence, elle est de bon sens, elle est aussi de justice. Enfin, dernier point, l'acceptabilité sociale, je crois que c'est majeur, je l'évoquais. Il y a une nécessité d'accompagner l'ensemble des secteurs qui sont concernés. Vous aurez sans doute remarqué que le Conseil européen, dans les conclusions qu'il a adoptées vendredi dernier, a clairement indiqué cet objectif d'accompagnement pour les agriculteurs en particulier. Donc en conclusion, il faut garder l'ambition, il faut utiliser tous nos outils et nos financements, il faut se garder de toute naïveté à l'égard de ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières. Encore une fois, l'Union européenne, ce ne sont que 7% des émissions de gaz à effet de serre. Et ce sujet que nous voyons à juste titre comme une nécessité, il nous revient encore de montrer que c'est aussi une opportunité. Et une opportunité de transformer nos économies en profondeur, nos industries, et pour le dire ainsi, de nous donner sans doute les avantages compétitifs de demain pour l'Union européenne. Merci beaucoup. Juste 2-3 questions, Emmanuel Puget. Dans ce couple normes-technologie, vous avez parlé aussi d'acceptabilité sociale. Est-ce que vous trouvez qu'on a trouvé le bon curseur, alors que justement, comme vous l'avez souligné, on est en train de discuter de l'après 2030 ? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être mettre un curseur, trouver le bon niveau avant de parler de 2040 ? Question. Alors, on s'est déjà en fait projeté au-delà de 2030. Comme je le rappelais, par le simple fait de disposer d'un agenda où en 2050, on doit avoir atteint la neutralité carbone. Effectivement, la Commission, le 6 février dernier, elle a adopté une communication, comme d'ailleurs la loi européenne le lui demandait, en disant là où il faudrait être, selon elle, en 2040. Et elle dit moins 90%. C'est une cible très élevée, très ambitieuse, qui est plus que la simple courbe linéaire, si je puis dire. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de position française encore sur ce point-là, parce que nous sommes encore en train d'étudier les hypothèses et les méthodologies qui sont sous-tendues par cet objectif. Ça devient très rapidement technique, mais en même temps, c'est extrêmement concret. Quelles sont les hypothèses que se fait la Commission, par exemple, sur ce qu'on appelle les puits naturels et les puits technologiques avec de telles ambitions, dans un contexte de dégradation des forêts, par exemple. Moi, je vous répondrai que, comme je l'ai dit, l'urgence, nous semble-t-il, c'est d'être très clair sur la méthode avec laquelle on veut aborder ces sujets-là, et de mettre la priorité sur les enjeux de mise en œuvre pour bien s'assurer qu'on embarque tout le monde. Il ne faut pas simplement faire pour les différents secteurs, il faut faire avec eux. Évidemment, on en parlera largement dans la prochaine table ronde et puis dans la deuxième table ronde. Peut-être dernière question, mais essentielle d'abord. Est-ce que vous avez un chiffrage sur cette transition écologique, peut-être au niveau de la France et au niveau européen? Je ne sais pas si vous avez, puis il y a des chiffres circulent dans tous les sens. Donc, comme vous êtes en charge pour le gouvernement et le Premier ministre de ça, je ne sais pas si vous avez une réponse. Et puis la question qui est derrière, évidemment, c'est comment fait-on pour financer ? Alors, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Vous avez peut-être en tête les chiffres qui ont été établis par le rapport Pisani-Ferry, qui nous parle de 66 milliards d'euros par an, je crois. Oui. C'est absolument considérable. D'autres chiffres peuvent être évoqués. C'est l'amplitude qui, je crois, est indicative de l'effort qui est à faire. Et je crois que là-dessus, il faut qu'on soit extrêmement pragmatique et extrêmement innovant. Il y a toutes les sources de financement d'ores et déjà connues, prévues. Je pense par exemple
au budget de l'Union européenne et au plan de relance. Ça fait 1800 milliards, c'est pas tout à fait rien. Il y a un tiers de ce volume qui est consacré au pacte vert. C'est très bien. Il y a l'agenda de ressources propres, dont on ne parle pas suffisamment et qui est tout à fait essentiel. Et parmi les éléments qui ont été proposés par la Commission, elle a fait des propositions en 2021, en 2023, vous avez notamment la ressource d'ETS, ETS, qui est considérable. Alors certes, le prix de la tonne de CO2 sur le marché, on l'aura observé, a baissé par rapport à ce qu'elle était encore en août 2020. On a vu tout à l'heure, oui. Elle reste quand même assez élevée et bien plus élevée que les premiers chiffrages. Ça me rappelle quelque chose que j'ai négocié dans le passé, au moment du premier paquet énergie-climat en 2008. Les ressources propres. Troisièmement, la Banque européenne d'investissement. N'oublions pas qu'elle a un rôle absolument majeur aussi au service de cela. Et un dernier point dont on ne parle pas, je crois, suffisamment, qui est tout l'aspect investissement privé. Investissement privé. Vous avez une épargne privée considérable aujourd'hui, pour tout un tas de raisons. Et aujourd'hui, il y a une claire conscience de nos autorités, le président de la République en a encore parlé très récemment, qu'il faut avancer sur cet agenda, qu'on appelle techniquement... Sur l'union marché des capitaux. Voilà, ça ne veut pas dire grand-chose, l'union des marchés de capitaux, mais on voit bien ce que ça signifie. Et juste 2 chiffres, pardon. L'union des marchés de capitaux, dans l'Union européenne, le financement, il est d'abord bancaire, à 70%, et 30% par les marchés. Aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. Donc on a là un potentiel qu'à mon avis, on doit pouvoir beaucoup plus mobiliser pour faire face à cette transition. Merci beaucoup, Emmanuel Puzet-Jovier, d'avoir été avec nous. Au moins, on a compris les enjeux. Dans un instant, François-Xavier Bellamy nous va rejoindre. Je voulais saluer le panel qui est déjà sur scène, mais je trouvais que c'était bien, comme ça vous pouvez écouter et réagir.